Won't you live to see another songs of freedom? Was all I ever heard. Redemption song, redemption song. Notre invitée spéciale aujourd'hui, Madame Fantaka, c'est une des membres du MIR. Le MIR, comme vous le savez, c'est le mouvement pour les réparations. Et avec elle, ça sera le sujet de notre ami Peter Lema. Avec elle, on revient sur beaucoup de choses. On voulait faire un point par rapport à la date du 10 mai, qui n'est pas très connue du grand public, mais qui est connu par les différents militants qui participent à différentes actions à travers le monde. Alors, le 10 mai est une date c'est d'abord ce 10 mai? Pourquoi exceptionnelle en tant qu'Africain, en tant que descendant d'Africains déportés, réduits en esclavage. Alors, si je pars sur quatre dates clés, je vais m'appuyer sur le 10 mai 1795, où José Leonardo Chirino et Caridad González mène dans l'actuel territoire du Venezuela un mouvement de libération pour l'instauration d'une république fondée sur l'abolition de l'esclavage, l'égalité des classes sociales, la suppression des privilèges et l'abolition de l'impôt. Le 10 mai 1995, une plaque officielle du souvenir est inaugurée et en 2005, le 10 mai devient journée officielle des Afro-Vénézuéliens. Et ensuite, le 10 mai 1802, le colonel Louis Delgrès et ses compagnons reprennent le flambeau en placardant dans la nuit à travers la Guadeloupe une proclamation exhortant la population à résister par tous les moyens au rétablissement de l'esclavage. Il faut rappeler que l'esclavage avait été aboli 8 ans auparavant, donc en 1794, et rétabli par Napoléon. Oui, le 10 mai. Pourquoi le 10 mai d'abord, Madame Fanta? C'est une date majeure pour tous ceux qui sont ancrés dans l'histoire longue. Les Africains qui sont détenteurs d'une tradition égalitaire, ancestrale, ont été en but à l'invasion de l'idéologie esclavagiste. D'abord sous sceau islamique, dans toute la bande du Sahel et sur la côte est de l'Afrique. Oui. Et puis, à partir du XVe siècle, ont été confrontés à cette même idéologie esclavagiste qui est articulée autour de l'inégalité des individus, cette fois maintenant sous sceau chrétien, et à partir de la côte atlantique avec le déferlement des bateaux négriers venus d'Europe. D'accord. Ces Africains qui vont être capturés et déportés au nom de religions qui se prétendent révélées, qui prétendent détenir la vérité absolue, vont bientôt et immédiatement se révolter. Et cette révolte, qui lorsqu'elle va se lever en 1791 dans l'île de Saint-Domingue, va donner le signal de la libération à l'ensemble du mouvement noir de libération, cette révolte, qui est restée dans l'histoire sous le nom de Bois Caïman, demeure jusqu'à aujourd'hui le socle d'inspiration de toute la diaspora noire consciente et qui est aujourd'hui éparpillée dans le monde. Ce qui signifie que la libération spirituelle est centrale dans la lutte engagée. Ce n'est pas quelque chose qui nous est propre. Ce n'est pas nous qui avons dit que la religion était l'opium du peuple, etc. Oui, oui. Ce qui est en cause, ce n'est pas la spiritualité qui est immanente à l'être humain, mais bien l'imposture de ceux qui s'érigent dans ce domaine comme détenteurs d'une vérité absolue qui doit être imposée à toute l'humanité. La nouvelle, à l'époque, en 1791, qui démarre en 1791, de la libération victorieuse, puisque des luttes de libération, il y en avait partout, mais de la libération victorieuse des Africains de Saint-Domingue, va donc se répandre et s'incarner de manière privilégiée, dans toute sa pureté, en 1791, ainsi que l'a dit Peter, dans ce qui est aujourd'hui le Venezuela. Puisqu'il s'agit pour les combattants du Venezuela, le 10 mai 1795, quand ils lèvent la révolte au Venezuela, il s'agit pour eux de créer une république fondée sur l'abolition de toute discrimination
et bien sûr l'abolition de l'esclavage. Et c'est très intéressant, bien sûr, de voir la situation d'aujourd'hui au Venezuela, et puis de savoir qu'en 2005, le Venezuela a proclamé le 10 mai journée officielle des Afro-Vénézuéliens. Donc on a reconnu la spécificité des Afro-Vénézuéliens, on a reconnu la part immense qu'ils avaient jouée dans le mouvement de libération populaire au Venezuela, et on a fait une journée officielle en référence à cela. D'accord. Donc, concernant, là on est en 1795, Peter a sauté directement donc au 10 mai 1802 à la Guadeloupe, et là l'histoire est mieux connue ici, à savoir celle de Louis Delgrès, oui. qui va placarder le 10 mai 1802 une proclamation qui exhortera la population à résister par tous les moyens au rétablissement de l'esclavage par l'État français. C'est d'ailleurs en référence à cet événement-là que la date a été retenue en France, et que le combat a été mené par Maryse Condé, etc., pour imposer cette date du 10 mai. C'est ça l'affiliation de cette date du 10 mai. Et d'ailleurs, la première commémoration officielle du 10 mai en France, et pour marquer symboliquement cette première commémoration, un salon Louis Delgrès est inauguré au ministère de l'Outre-mer, pour bien indiquer de quelle filiation il s'agit, de quel 10 mai, en référence à quel 10 mai cette date a été retenue. C'est une date qui est intéressante, le 10 mai, à plusieurs égards. En ce qui concerne le continent africain, Fanta, juste avant de venir sur le territoire africain, là tu es en train de dire que ce qu'a anticipé Hugo Chavez au Venezuela, c'est-à-dire que nous avons déjà la journée officielle au Venezuela avant qu'elle soit officielle en France le 10 mai 2006. Exactement. D'ailleurs, ce 10 mai, puisque je vous dis que finalement la décision, et il y a des luttes derrière ce type de décision, il y a des luttes qui sont menées, qui ne sont pas forcément visibles pour le grand public. La décision est proclamée. Donc, le temps est court, et en fait, d'ailleurs, notre mouvement est le seul qui commémore, en fait, Louis Delgrès. À ce moment-là. Parce que, indépendamment de la décision qui allait être prise, nous allions commémorer de toute façon des Delgrès. Donc, nous avions décidé que du 10 mai au 28, c'est-à-dire à Matouba, c'était le mois de l'histoire noire. Pour nous, dans notre contexte ici en France. Et en ce qui concerne le MIR, nous avions fait une marche qui allait jusqu'à la rue Delgrès à Paris. Voilà, c'était ça le sens. Alors, juste une petite question. Voilà. Le 10 mai, est-ce que... moi, je viens par exemple de la côte est de l'Afrique. Je suis touché par l'esclavage, mais par un autre esclavage bien sûr, qui est l'esclavage arabo-musulman, comme on dit. Est-ce que ce 10 mai-là touche aussi cette Afrique-là? Une date ne peut... nous avons tous des histoires particulières, selon les territoires. L'esclavage arabo-musulman, toute la zone sahélienne est concernée. Oui. L'Afrique de l'Ouest, Mauritanie, Sénégal, Mali, etc., a été confrontée de plein fouet aux deux. Oui, malheureusement. Aux deux qui sont d'ailleurs pas distincts. Parce que les acteurs, et notamment la composante juive des négriers, fait le lien. Puisqu'au départ, ce sont des courtiers, ce qu'on appelle les courtiers maghrébins, qui approvisionnent en quelque sorte les califats. Et ensuite, il va y avoir contournement, parce qu'on va appeler les marchands portugais ou les marchands ibériques, il va y avoir contournement par la navigation. Donc en réalité, il y a plus qu'une continuité. Il y a une communauté d'acteurs, aussi bien dans l'agression à travers le Sahara que par la côte. Ce sont les mêmes personnes, les mêmes familles qui en fait vont mener les opérations. D'accord. Ça c'est juste une information au passage, et tout ça pour vous dire que l'agression arabo-musulmane, vous l'avez sur la côte est et vous l'avez aussi tout le long sur du Sahara. Oui, oui. D'accord. Voilà, et c'est la même idéologie. Qui, si on remonte, puisque qu'on adresse l'islam ou qu'on adresse la chrétienté, en fait on revient à la Bible.
quelque part. Puisque c'est ça le fondement, c'est ça la filiation des prophètes en question. Donc une histoire qui se déroule sur 4000 ans alors que les Africains existent sur la étaient là Terre. depuis beaucoup plus longtemps, absolument. Importante depuis des centaines de milliers d'années. Donc voilà, nous sommes dans un enfermement spirituel sur un mythe fondateur qui s'inscrit dans un espace-temps de 6000 ans. Et c'est tragique. C'est tout à fait tragique. Puisque l'Afrique a légué des grandes villes comme Nabata Playa, par exemple, dans la vallée du Nil, qui sont bien antérieures à l'espace-temps dans lequel s'inscrit la Bible, et on vous dit que le premier homme, la première femme sont arrivés, etc. Mais s'il y avait déjà des villes avant qu'ils arrivent. Bien sûr, bien sûr. Donc il y a un Et problème. il y avait déjà des religions aussi. Je dirais, je peine maintenant à employer le mot religion tellement... Plutôt la j'ai spiritualité. Voilà, je peine parce qu'en réalité, l'Afrique ancestrale était plutôt détentrice de connaissances et d'un savoir scientifique qui n'a pas forcément été... que certains pays aujourd'hui en pro en matière de sciences ne maîtrisent pas encore sur tous les plans et qu'ils ont casé dans le fourre-tout dénommé métaphysique, qui n'est en fait que de la physique. C'est des questions de connaissances scientifiques. C'est bien pour ça que d'ailleurs aujourd'hui, même si c'est pas forcément connu du grand public, tout ce qui concerne la télépathie, la téléportation, etc., les équipes de scientifiques occidentaux, ils travaillent avec acharnement, occidentaux comme asiatiques d'ailleurs, ils travaillent avec acharnement. C'est donc d'un savoir scientifique dont il est question. Quand on ne connaît pas, tout paraît magie. Quelqu'un qui ne connaît pas pour comment un avion tient en l'air pourra aussi considérer que c'est de la magie, pourtant c'est de la physique. Ah, ça c'est sûr. Le téléphone dans lequel on est en train de parler, quelqu'un qui ne connaît pas pourra aussi considérer que c'est de la magie, pourtant ce n'est que de la physique. Et ce n'est que de la physique, absolument. Est détentrice d'une partie de ce savoir scientifique. Puisqu'on était sur la date, je voudrais dire au plan symbolique que la date du 10 mai résonne aussi. Vous savez, ce sont ces genres de dates à ancêtres. Elles résonnent aussi sur le continent. Par exemple, pour rester dans l'actualité, vous avez aujourd'hui le cas du Cameroun qui est quand même frappant, avec un vieillard qui a amené un pays à la ruine, des manifestations constantes qui ne sont pas retransmises par les grands médias, la France-Afrique qui s'y cramponne. Eh bien, à ce sujet-là, vous avez un discours mémorable de Félix Moumié, qui est donc un des principaux leaders du mouvement de libération du Cameroun. Et ce discours est prononcé le 10 mai 1955 à Douala, dans lequel Félix Moumié, qui sera assassiné par les services occidentaux, en Suisse, indique « Nous devons secouer le joug du colonialisme ». Il prédit, il dit qu'un jour, tout sera saccagé et qu'il en sortira le drapeau de la République démocratique camerounaise. Il informe, il dit Oumniobé, comme Mao Tse-tung ou Ho Chi Minh, a pris le maquis. Nous sommes en 55. Il prédit l'indépendance est proche et nous en rendrons compte à l'ONU lorsque nous l'aurons obtenu. C'est très très important tous ces mots. Chaque mot a son poids. Bien entendu, la France va engager une guerre d'extermination, on peut le dire. Le mot n'est pas fort. Au Cameroun, il y aura des centaines de milliers de morts, des bombes au phosphore, c'est-à-dire des bombes incendiaires, si vous voulez. Un pays qui seront lâchés sur les champs, entre autres, des champs qui sont totalement détruits, absolument. Et c'est à cause du sang versé par les combattants du Cameroun que De Gaulle, constatant que dans des pays comme la Guinée, la situation est très insurrectionnelle, prendra acte du fait qu'il n'est pas en état militairement d'ouvrir un nouveau front sur l'Afrique subsaharienne, qu'il n'en a pas les moyens, et qu'à ce moment-là, il tentera par une supercherie en réalité
de faire un référendum qu'il voulait truquer Oui, oui. sur l'appartenance à l'Union française. Autrement dit, demander aux Africains de leur plein gré de devenir des dom-toms. Malgré les coups fourrés qui auront été planifiés, un des États parviendra à voter non et massivement à ce référendum, c'est la Guinée, qui deviendra donc indépendante en septembre 58. Et à partir de ce moment-là, ce sera le détricotage de l'Empire français d'Afrique. Mais 60 ans après, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette aventure-là, Madame Fanta? Doit beaucoup, si ce n'est tout, au sang versé par les combattants du Cameroun. C'est sûr, mais 60 ans après, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces indépendances, de tout ce sang versé? Ce qu'on peut retenir, c'est qu'un combat de libération, c'est un combat de libération. C'est-à-dire que le combat est toujours en cours, que nous ne sommes pas encore arrivés à mettre à bas l'idéologie de l'oppression. On l'a mis en partie à bas. Puisque par exemple, quand je vous parle de 1958, à l'époque, l'idéologie officielle, c'est la ségrégation aux États-Unis. On est dans le code noir. Oui. Puisque la ségrégation aux États-Unis se réclame du code noir français. On est dans l'apartheid en Afrique du Sud, qui se réclame du code noir, puisque l'Afrique du Sud se réclame de l'héritage français. Puisqu'il ne faut pas oublier que quand la France, au XVIIe siècle, publie, élabore un code noir, c'est la première fois dans l'histoire connue de l'humanité qu'un État racialise l'esclavage. C'est-à-dire décide que non seulement il va y avoir des esclaves, mais qu'ils appartiendront à une race particulière. Oui, Donc oui. à un phénotype particulier. Ça, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, pour ce qu'on en connaît. Et c'est de cet héritage français que la ségrégation qui va être mise en place aux États-Unis après l'abolition de l'esclavage et l'apartheid en Afrique du Sud qui va être mise en place au XXe siècle, c'est de cet héritage idéologique-là qu'il se réclame. Donc, on est tout de même arrivé, dans le cours de ce combat de libération, à mettre le racisme hors la loi. Ce qui est énorme. C'est-à-dire que dans le demi-siècle, là, il y a eu un basculement. Et pour en revenir à cette date du 10 mai, précisément, sur le continent, je vous ai parlé du 10 mai 55 avec Félix Moumié à Douala, qui donne le signal de départ de la libération des colonies africaines françaises d'Afrique. Mais je peux vous parler aussi du 10 mai 1994. Où Nelson Mandela va être le premier président noir qui entre en fonction. Et là, c'est le symbole de l'achèvement de la destruction du racisme institutionnel, officiel, légal. Donc le racisme est toujours en vigueur dans les faits, même si, bien évidemment, on ne va pas comparer notre situation à ce qu'elle était sous l'apartheid ou sous les lois aux États-Unis. Oui. Mais il est bien sûr, on le vit toujours au quotidien, même si la forme est naturellement largement ne peut même pas se comparer. Mais au plan légal, au plan politique, au plan institutionnel, eh bien, 10 mai 55, Félix Moumié Douala donne le signal quand il dit ce qui va se passer. Il prédit, il prophétise. Et 10 mai 94, Nelson Mandela est élu. Voilà ce qu'on appelle des dates ancêtres, voilà ce qu'on appelle des dates qui s'imposent dans l'histoire. Et en cela, le comité pour la mémoire de l'esclavage dirigé par Maryse Condé a posé l'acte qu'il fallait. 10 mai, dans moins d'un mois, ce sera le 10 mai 2019. Voilà. Y a-t-il quelque chose y aurait-il des manifestations? Y aurait-il quelque chose à Paris? On sait qu'il y a quelque chose qui va se faire ici à Nantes, par exemple. Si vous voulez, parce que voilà, on est dans la période des Gilets jaunes, donc on ne peut pas passer sous silence un mouvement aussi important de cette nature oui. et de cette ampleur. Il est intéressant de relever que 10 mai 1968, c'est la nuit des barricades. C'est là que le mouvement tourne. 10 mai 1968. Et c'était aussi intéressant de savoir que quelques semaines avant, 2 mois avant, pour la première fois,
la charte du Mandé, le Mandé Karikan, Mandé Bashigikan, c'est-à-dire le serment du Mandé, la parole mère, siège de l'État du Mali, de la création, de la fondation de l'État du Mali au XIIIe siècle. Eh bien, il est très intéressant de savoir que ce texte a été traduit en français et déclamé pour la première fois, donc hors du continent et hors, bien sûr, des sociétés d'initiation, en France, quelques semaines avant mai 68. C'était à Cachan. À Cachan, avec le professeur Youssouf Tatassé. Imanou Dibango. C'était un événement... À Cachan, en 1968, à la résidence AFI, 36 avenue de la division Leclerc, cette soirée culturelle suivie d'expositions était animée par 2 saxophonistes, Cheikh Koli Samaké du Mali et son frère et ami Manu Dibango, tous 2 jeux du saxo. Et moi j'ai déclamé la charte du Mandé à Cachan, 36 avenue de la division Leclerc, la maison des foyers internationaux. C'était en quelle année ça? En 68, tout juste avant mai. Donc il y avait ce qu'on appelle des objets d'art, qui sont en fait bien plus que cela, vous le savez, des objets culturels africains, et qui étaient présentés, et ça s'est fait sur fond de déclamation du serment du Mandé. Je rebondis un tout petit peu sur les Gilets jaunes, justement. Est-ce que vous... Gilets jaunes, oui. C'est pour ça que je dis c'est intéressant, parce que 10 mai 68, et aujourd'hui les Gilets jaunes. Et un détail encore amusant, si on peut dire, ou intriguant, ils appellent aujourd'hui, je crois que Priscilla Ludowski a appelé donc à un front populaire, et à une grande manifestation le 27 avril. Pour d'autres, le 27 avril, c'est 2e abolition, l'affranchissement. Il n'y a pas de 2e abolition. Il y a une abolition africaine qui s'opère en Haïti à partir de 1791. Les gens se libèrent et abolissent. Et la République en France se fonde, et la République, quand elle se fonde, elle constitutionnalise l'esclavage. Et le commissaire de la République part dans les colonies, et donc dans la principale, dans la plus juteuse de ces colonies à Saint-Domingue, pour annoncer aux colons la bonne nouvelle. Ne vous en faites pas, on a écarté le roi, on a fondé une république, mais rien ne change. Tout est comme avant. L'esclavage est conforté, et mieux que ça, la déclaration de 1789 a sacralisé la propriété. Parce qu'avant 1789, vous avez eu des grands procès à Paris. Vous avez eu des grands procès d'esclaves qui se sont enfuis et qui ont demandé justice. Si ces procès ont eu lieu, c'est qu'en réalité, le code noir n'a jamais pu être légalisé. L'institution qui disait le droit dans les colonies, c'était le Parlement de Paris. À cette époque, vous aviez des parlements régionaux. Vous en aviez Bordeaux, Toulouse, etc. Donc, le Parlement de Paris était celui à qui revenait la prérogative de dire le droit aux colonies. Et le Parlement de Paris n'a jamais entériné le Code noir. Puisque, par définition, c'est un texte qui dit le non-droit. On ne peut pas dire le non-droit en droit. Donc, les magistrats du Parlement de Paris ont toujours considéré qu'il s'agissait de la couverture d'une opération mafieuse et criminelle. Par conséquent, les fortunes amassées aux colonies, du point de vue du droit interne français, c'était un butin criminel, un recel de crime, Absolument. un recel de braquage. Par conséquent, ceux qui ont mené, ou je ne dirais pas ceux qui ont mené la révolution de 1789, je dirais ceux qui ont tiré les marrons du feu. Ceux qui ont tiré les marrons du feu du combat populaire mené à cette époque. Dans leur déclaration de 1789, ce qui est mis en lumière, c'est la propriété.
Le mot propriété revient 3 fois dans cette courte déclaration. Justement, je voulais avoir votre interprétation là-dessus, l'interprétation Que cette propriété de cette est déclaration sacrée. des droits de l'homme et du citoyen. Comment vous... Parce que là, C'est ce que une je fois suis qu'il en y a train cette de vous déclaration du droit de l'homme, est-ce que le noir... Là, on parle plus de noir, ni de blanc, ni d'esclaves, ni de possédants. Mais On ne parle que de droits de l'homme. Si. Attention. Là est la supercherie. À partir du moment où dans un texte, la principale préoccupation, c'est de dire que la propriété est sacrée et imprescriptible. Et que si, pour cause d'utilité publique, d'aventure, on devait être exproprié, on devrait être indemnisé au cours du marché, en quelque sorte. Mhm. Et l'indemnité en question des 150 millions, c'est en fait un rachat de leur tête. Waouh, là, donc vous êtes en train de me dire que le fameux mot propriété de l'époque qui a été mis dans les déclarations des droits de l'homme et du citoyen tenait compte aussi de l'esclave. Ah, mais la propriété, c'est bien entendu la propriété en homme noir, en enfant noir, en femme noire, des négriers blancs. Des propriétaires blancs, bien sûr. Donc la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça n'est vraiment pas pour le noir. C'est la légalisation de ce recel de braquage. C'est la légalisation. C'est l'objet de cette déclaration. Et cette déclaration dit quoi, en fait? Elle concerne qui? Les Noirs en sont exclus, quel que soit leur statut, puisque la déclaration s'applique aux membres, le préambule est important, aux membres du corps social. Évidemment, si vous ne savez pas qui est dans le corps social, vous ne comprendrez pas le sens de la déclaration. D'ailleurs, tout le Waouh, combat de la d'accord. jeunesse noire aujourd'hui, Ah, tout ah. le combat de la jeunesse noire en France aujourd'hui contre le racisme anti-noir, comme vous voyez la brigade anti-négrophobie, etc., Oui. c'est en fait d'intégrer le corps social, puisque jusqu'à aujourd'hui, la situation n'a pas évolué, elle n'a pas été traitée. La République a été fondée sur un texte qui n'est pas remis en cause. En 2011, je crois que c'est Luc Châtel, il demande comment on peut dire ça, que l'on fixe dans toutes les écoles la déclaration de 1789. Cette déclaration, qu'est-ce qu'elle dit? Elle exclut qui? Elle exclut les Noirs, qu'ils soient nés libres, donc on appelle ça ingénus à l'époque, qu'ils soient esclaves, qu'ils soient affranchis. Elle exclut les femmes, qui sont censées suivre en fait les directives du pater familias, donc c'est l'homme de la famille qui peut voter. La femme, elle, est exclue, elle suit, et il exclut les pauvres, puisqu'on va même mettre en place un suffrage censitaire, c'est-à-dire qu'on va à un moment donné exiger des conditions de fortune pour pouvoir voter. On vous dit qu'un domestique ne peut pas voter, puisque un domestique, je ne parle pas d'un esclave, je parle de quelqu'un qui est blanc domestique, dans la domesticité. Oui. Domo, la maison, qui sert la maison de son maître. Eh bien, celui-là ne peut pas voter non plus, puisqu'on estime que c'est le maître qui est apte à réfléchir pour tout ce monde. C'est en réalité, de quoi est-elle signifiante, cette déclaration? C'est des personnes qui ont fait fortune dans les colonies, soit des roturiers, soit des cadets de familles nobles, puisque pour ne pas éclater les héritages, vous aviez le château, pour faire simple, qui allait à l'aîné, Oui. et les cadets qui se cherchaient. On peut être curé, on peut être militaire, etc. Enfin bref, qui se cherchaient, comme on dit en Afrique. Donc ces gens sont partis à la colonie, certains ont fait fortune. Ces gens reviennent et décident de déboulonner la caste du sang bleu, du sang dit bleu, qui confisque le pouvoir. Mhm. Et toute la déclaration est sur le droit de ces tontons Cristobal, qui sont revenus, puisque tonton Cristobal, bien sûr Christophe Colomb est revenu, des lingots, des pesos, il en est tout cousu. Les crimes contre l'humanité ont caractère festif en France. Ces tontons Cristobal qui sont revenus décident qu'une caste ne peut plus confisquer le pouvoir, eux aussi aspirent à être le roi. On ne dira pas le roi, Napoléon, quand il viendra, on dira l'empereur. Puisqu'on a éradiqué la royauté, on ne va pas dire qu'il est le roi. Absolument. On dira l'empereur. En fait, cette déclaration des droits de l'homme ne me concerne pas. Pas du tout. Donc, le commissaire de la République part
en 1700, puisque 1793, l'esclavage républicain est constitutionnalisé. C'est le fondement de la République française. C'est l'ordre républicain. C'est ça, l'ordre républicain. Donc, quand les commissaires de la République partent dans la plus riche de leur colonie, donc à Saint-Domingue, pour annoncer la bonne nouvelle aux colons, leur dire que tout est réglé, on change de régime, mais rien ne change sur l'essentiel, sur l'esclavage. D'accord. Ils arrivent et ils trouvent que les Africains se sont libérés. Les Africains se sont libérés, donc quand ils récoltent des produits d'exportation, type indigo, café, cacao, sucre, enfin canne, etc., ils vendent aux plus offrants. Qui sont les plus offrants? Les rivaux des Français. Des Espagnols, des États-Uniens, des Anglais, enfin ceux qui passent par là. Oui. Et donc on leur vend. Et à ce moment-là, le commissaire de la République voit que le message qu'il vient d'apporter est nul et non avenu. Et il voit qu'en fait, non seulement l'esclavage est aboli par les Africains qui se sont libérés, mais que de surcroît, les productions de Saint-Domingue sont en train de partir dans d'autres mains. Les États rivaux. Oui. Pour sauvegarder l'exclusif, ce que vous voyez aujourd'hui, par exemple, par rapport aux colonies françaises d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, je ne sais pas, les Martiniquais ou les Guadeloupéens vont peut-être manger de la tomate cultivée en France. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire qu'on ne fait du commerce qu'avec la métropole. Absolument. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Sontonax, de sa propre initiative, pour sauver les meubles, comme on dit, inverse le message et dit, et là vous êtes au cœur des tactiques et de la pratique de la géopolitique, et il leur dit, de sa propre initiative, je suis venu vous informer que la République vous a libéré. Déjà, vous voyez au plan psychologique, c'est la République qui vous libère. Les gens sont libérés, on leur dit non, en fait, c'est la République qui vous a libéré. Vous voyez déjà la manipulation. Donc, bon, jusque-là, ça ne dit pas grand-chose aux concernés, et on leur dit, en fait, de tous les États européens qui sont tous esclavagistes, eh bien, en fait, il n'y en a qu'un qui ne l'est plus, c'est la République française. Par conséquent, plutôt que de vendre à des ressortissants de royaumes esclavagistes, vendez-nous à nous. Qui sont vos amis actuellement? Qui sont vos amis et qui vous garantiront contre l'agression des esclavagistes anglais, états-uniens, etc., etc. Voilà ce qu'on leur vend pour rétablir l'exclusif. Et ensuite, bon, le bateau revient. Il faut savoir, bien entendu, qu'à partir du moment où on se libère en Haïti, les nouvelles se répandent d'une île à l'autre. Les nouvelles se répandent. N'oubliez pas aussi que les maîtres voyagent d'une île à l'autre. Oui, Donc ils parlent entre eux et les informations passent. Donc les gens partent en brousse, creusent des troncs d'arbres et puis s'embarquent, font des canaux pour rejoindre Haïti. Donc la Guadeloupe, tout ça, c'est pas très loin tout ça. Donc le Sontonax en question revient pour dire à ses collègues députés que bon, écoutez, les legs se sont libérés, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je sauvegarde au moins l'exclusif. Et voilà comment est-ce que ce qu'on va appeler la première abolition va se produire. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'entérinement d'une abolition africaine. Alors vous me parlez d'une seconde, il ne peut pas y en avoir de seconde. Absolument. Puisque en 1840, Non, là, on comprend tout à fait. Puis en tout cas, merci beaucoup pour ce cours magistral. Non, Napoléon est un fruit de la Révolution. Napoléon ne pouvait pas devenir roi. On n'est pas dans la caste qui convenait. Oui. Il est le fruit de cette révolution. C'est l'homme qui n'avait rien, qui a pu, en épousant une veuve riche, etc., peu importe au passage, mais enfin bref, a pu se hisser au sommet. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il rétablit la puissance du pays, et dès que le pays, après les bouleversements révolutionnaires, s'est remis sur pied, il part rétablir l'ordre républicain. Voilà. Tout simplement. Leçon magistrale. Merci beaucoup. Vraiment, c'était un grand plaisir d'échanger avec toi. En tout cas, ce qu'on va retenir aussi dans l'autre déclaration du XXe siècle, on parle de tous les hommes. Il y a donc cette petite nuance entre les hommes et tous les hommes. Non, je voudrais simplement dire que là encore, Peter, tu soulèves une autre supercherie. On y va? En 1789, dans la langue française, homme veut dire homme,
femme veut dire femme. Quand il va y avoir la déclaration de 1948, la traduction de l'anglais human rights, droits humains ou droits de la personne, va être traduit par droit de l'homme avec un grand H, pour faire croire à une filiation. Alors que l'une et l'autre, c'est la déclaration de 1948 est l'antithèse de celle de 1789. C'est l'inverse. Et il faut dire que quelques années auparavant, les femmes avaient le droit de voter. Avant cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 1789, il y avait des droits de vote dans les cités et dans les assemblées rurales. De toute façon, elles ont tout perdu. Et avec l'arrivée de Napoléon, elles ont 2 fois plus perdu encore, parce que du temps des rois, vous aviez des armées quand ils se battaient, puisque c'est quand même une culture qui est fondée là-dessus. Vous-même, vous voyez bien dans la géographie l'inscription de tous les châteaux dans des hauts de collines, les murs, les fenêtres qu'on appelle des meurtrières, etc. Donc on est dans une culture guerrière totalement. Sous les châteaux, les caves, c'est les oubliettes, enfin, on a la totale. Triumphantly, won't you live to see another songs of freedom? It's all I ever heard. Redemption song. Redemption song. 1795, Chirino González mène dans l'actuel territoire du Venezuela un mouvement de libération pour l'instauration d'une république fondée sur l'abolition de l'esclavage, l'égalité des classes sociales, la suppression des privilèges et l'abrogation de l'impôt. Le 10 mai 1995, une plaque officielle du souvenir est inaugurée et en 2005, le 10 mai devient journée officielle des Afro-Vénézuéliens. Fanta Kaba nous a rappelé le 10 mai 1802. Donc ça fait tout un rappel par rapport à Louis Delgrès, ce salon qui a été ouvert au ministère de l'Outre-mer. Voilà. Et deux ans après, à Nantes, ce qu'on appelait la maison mémoire de l'Outre-mer va être débaptisée en espace Louis Delgrès en 2007. Et donc, elle nous a évoqué aussi sur le plan continental le 10 mai 1900, mais là, bien avant, 1955, ce discours de Moumié, qui est un discours qu'on doit revisiter pour que nos jeunes puissent suivre le pas des résistants. Et puis, Fanta nous a évoqué l'Afrique du Sud. Le 10 mai 1994, le premier président noir d'Afrique du Sud, Nelson Mandela, entre en fonction. Et cela marque la fin de l'apartheid, dernière incarnation étatique du racisme institutionnel. Et voilà, le 10 mai est aussi en France, depuis 2001 déjà, c'était pour la première fois qu'un État esclavagiste, en l'occurrence la France, suite à une forte mobilisation populaire, adopte une loi tendant à reconnaître la traite esclavagiste et l'esclavage crime contre l'humanité. Merci beaucoup, merci énormément Madame Fanta. Merci à vous. D'avoir été des nôtres. Et c'est sûr, on va vous rappeler, et entre autres, pourquoi pas, le 10 mai 2019. Ah ben si elle était avec nous le 10 mai, ce serait une bonne chose. Absolument. L'invitation est lancée. Fanta était à Nantes le 8 mai dernier avec le docteur Diallo Diop, petit frère de Omar Blondin Diop. Blondin Diop, Omar Blondin Diop, on en revient aux Gilets jaunes, est l'une des figures de mai 68. D'accord. Mais contrairement à d'autres, lui ne va pas fructifier par la suite Absolument. sur cette révolte puisqu'il en mourra. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Vous serez ici avec nous à Nantes. Dis-moi Nidal, une petite dédicace, j'aimerais la faire à une femme qui nous a quittés. C'est Dulcie September, que Fanta avait rencontré 2 jours avant sa mort. Un petit mot et puis cette dédicace d'un morceau de Bob Marley. Non, je pense que toute la jeunesse doit retenir son nom. C'était une combattante incorruptible. Elle avait découvert toutes les arcanes du soutien de l'Occident en général et de la France en particulier au régime d'apartheid.
la guerre sous toutes ses formes, la guerre conventionnelle, la guerre biologique, la guerre chimique. Et certains ont dû juger qu'elle faisait partie de ces gens qu'il faut éliminer, comme Moumié pour le Cameroun, c'est-à-dire ces gens dont on sait qu'on ne pourra pas les juguler et qu'ils sont dangereux, non pas par les actes qu'ils posent, ils ne font que œuvrer pour la vérité Merci. et la justice et pour l'humanité, mais qui seront injugulables. Et donc, voilà, on fait le choix de les éliminer. Très très grande dame et très très grande leçon. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. So won't you help me sing another song of freedom? It's all I ever had. Oh, redemption song, yes Lord. Redemption song.